Mon nom est Sophie Bellemare. Il y a 4 ans, j'ai eu une greffe de rein. J'ai créé ma propre fondation pour la promotion du don d'organes et je vais vous raconter mon histoire. Le 1er novembre dernier, c'était mon 4e anniversaire. Le 4e anniversaire, pour être plus précis, de Reynald. C'est qui Reynald? Reynald, c'est mon rein. Pourquoi il s'appelle comme ça? C'est quand il a décidé de commencer à fonctionner, les enfants ont eu l'idée de lui donner un nom. Comme ça, à chaque fois que quelqu'un dans la famille allait vouloir s'informer, on n'allait pas dire « Bien, comment va ton organe? » Bon, donc on a décidé qu'il s'appelle... Mon fils a décidé que c'était Reynald. Et ma fille, à ce moment-là, elle était en amour avec les bonbons Nerd, les petits Nerds aux framboises et aux raisins. Fait qu'elle disait « Ah, ben là, moi, je voulais qu'on l'appelle Nerd. » Fait que là, ben, depuis ce jour, il s'appelle Reynald Nerd. Et toute la famille est au courant de ça. Donc, pour revenir au 1er novembre dernier, c'était la fête de Reynald. Et le téléphone a sonné. Toute la famille m'a appelé. « Bonne fête, Reynald! » Des messages. « Bonne fête, Reynald! » En partant le matin pour amener mes enfants à l'école, la vitre s'ouvre parce que ma mère habite au-dessus de chez moi. Donc, la vitre s'ouvre à toute vitesse. Moi, je suis toute endormie. Qu'est-ce qui se passe? « Bonne fête, Reynald! » Alors, c'est vraiment quelque chose qui a marqué toute la famille. J'ai donc décidé de faire un souper pour souligner cet anniversaire. Il y a plus d'une quinzaine de personnes qui sont venues. Franchement, là, ça m'a fait extrêmement plaisir. C'est sûr qu'avec les vies trépidantes qu'on a, tout le monde est à gauche, à droite. J'ai un cousin qui est à Dallas, une cousine qui est à Gatineau, là, donc tout le monde est un peu partout. Ça a fait du bien de se réunir pour se remémorer ce moment-là et pour se dire qu'aujourd'hui, ça va super bien puis qu'on peut faire plein d'activités. 4 ans, mais ça passe vite, hein? On dirait que c'est hier que je t'avais appelé en braillant. Oh. Le pire, là, moi, c'était quand, entre le don, l'opération, avant que le rein reparte, là, oui. Le 16 novembre, là. Tu avais été opéré le 30, puis le 16, le rein est parti. C'est le 16 qui est parti, je suis même pas au courant. Le 16. Ah oui? Oh oui, oh oui, oh oui. Ah, ben mon Dieu, j'en apprends une, je le savais vraiment pas. Manon m'appelle, elle dit « Maman, elle dit c'est parti. » Comme tu m'avais commencé à m'expliquer les fonctions de chaque pilule. Celle-là, c'est pour m'aider pour ci, celle-là, c'est pour m'aider pour ça. Mais il y avait peut-être le 3/4 des pilules, c'était juste pour enrayer les effets secondaires des pilules qui étaient supposées te guérir, t'aider. Ça, aïe, aïe, quelle belle logique! Pour ce souper-là, j'avais des amies qui étaient présentes. Ça, c'était très précieux pour moi parce qu'au moment de ma maladie, il n'y avait pas d'amis. Il y avait la famille, oui, mais les amis, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, je me dis, à ce moment-là, peut-être que j'aurais dû moins m'isoler. Il y a des périodes que j'aurais vécues avec beaucoup plus de facilité, je crois. Pendant la période de la greffe, j'étais vraiment comme moi, les enfants, ma mère. Là, je fréquentais plus personne, j'avais presque plus d'amis. Beaucoup moins d'énergie. Moins d'énergie. Je me souviens que t'étais super fatiguée. Oui, hein? Ah, tu t'en souviens de ça? Ben, je me souvenais aussi tes restrictions alimentaires. T'avais vraiment perdu beaucoup de poids. Ça faisait un bout que je t'avais pas vu, puis on s'était vu, puis j'avais été super surprise. Puis là, tu m'avais dit, tu sais, c'est super strict, là, faut que je pèse tout ce que je mange, puis tout ça. Ouais. Ah oui, je m'en souviens très bien cette fois-là. Tu m'as dit, Caroline, t'as donc bien maigri, qu'est-ce que t'as fait? C'était vraiment un court laps de temps, là. Oui, d'un coup. J'avais perdu mes fesses, bouh! En une semaine! Dans ma famille, il y a plusieurs personnes qui m'ont proposé un rein, qui étaient prêts à passer sous le bistouri pour moi, pour me rendre la vie plus facile. J'ai toujours refusé. Je ne voulais pas, étant donné que pour moi, j'allais sûrement recevoir ma greffe rénale au courant de l'année. Je voulais pas qu'une personne dans ma famille ait à subir une opération à cause de moi. Je pouvais pas concevoir ça. Puis vous autres, est-ce que vous avez signé votre carte? Nous, oui. Oui. Est-ce que c'était fait avant
de mon affaire? Ou est-ce que c'est... Moi, je pense Je pense que oui, depuis, on était vraiment conscientisés depuis qu'on était plus jeunes. À quel âge vous êtes rencontrés? 13 ans. 13 ans. Ouais. Vous avez eu cette discussion-là dans ce temps-là? 13 ans, 14 ans? non. Pas à 13 ans, là, c'est un peu rare. J'étais commencé de même, là. Salut, veux-tu sortir avec moi? Puis t'es ton De tous tes organes? Fait qu'il n'y a rien qui vous a poussé à le faire, c'est juste une réflexion, puis vous a dit c'est important, puis bon... Je pense qu'il y avait quand même un peu de documentation qui venait avec ça. Puis, je veux dire, après en avoir parlé, puis le nombre de vies que tu peux potentiellement sauver juste avec une personne qui accepte de donner ses organes, je trouve que ça valait la peine. Là. Un donneur d'organes peut sauver la vie de combien de personnes? A. Une personne? B. 4 personnes? C. 8 personnes? Ou D. 12 personnes? C. 8. Un seul donneur à son décès peut sauver jusqu'à 8 vies. Alors, on parle d'un cœur, on parle de 2 poumons, on parle de 2 reins, on parle d'un foie qui, des fois, peut être divisé en 2 parce que le foie, c'est un organe qui se régénère, et on parle du pancréas. Alors, la plus grande partie des donneurs viennent de donneurs décédés. Du côté du don vivant, évidemment, on donne un rein, on doit garder l'autre pour soi, ça va de soi. Et dans certaines circonstances assez rares, on peut donner une partie de son foie parce que le foie se régénère. Au bout du compte, quand j'ai commencé la dialyse, c'était tellement difficile, j'avais tellement maigri, j'avais tellement de douleur que la personne qui a insisté le plus, c'est-à-dire mon oncle Daniel, il a tellement insisté, il a pratiquement commencé les démarches avant même que j'ai donné mon acceptation. Donc lui, finalement, j'ai dit « OK, mon oncle, d'accord, j'accepte. » Mais toi, là, on n'a jamais parlé de ça. Comment t'as... OK, oui, t'as su que j'étais malade au début, puis tout ça, bon, je sais que c'était pas évident pour personne d'apprendre ça, mais quand ton père, il a dit, OK, moi, je fais les démarches pour y donner un rein, comment t'as réagi? Non, ça m'a pas surpris du tout. Puis après avoir vu aussi toutes les démarches qui doivent être faites pour se rendre jusque-là, ça m'a rassuré jusqu'à un certain point, là, parce que, bon, c'est beaucoup d'examens de santé, des examens psychologiques, parce que c'est quand même quelque chose, c'est un processus qui est demandant. Ouais. Puis ça donne le temps à tout le monde un peu de s'y faire à l'idée. C'est sûr que c'est une batterie de tests. Il faut que la personne soit apte à donner un organe. Il faut que cette personne-là soit très en forme, que la santé soit numéro 1. Le donneur vivant, lui, doit s'engager dans un processus où il doit d'abord réfléchir au don vivant. Il va rencontrer des médecins, on va l'informer sur le don vivant, comment ça fonctionne. Également, on va faire des tests physiologiques pour vérifier la compatibilité cellulaire, parce qu'il faut que vous soyez compatible au point de vue des cellules. Sinon, il risque d'avoir un rejet du rein. Puis après, on fait des tests psychologiques aussi pour que la personne... on puisse voir son état de santé mentale, qu'elle comprenne bien l'ensemble des enjeux qui vont autour de ça et qu'elle puisse s'engager librement dans ce processus-là. D'un autre côté, c'est quand même son rein. Là. Ben oui, puis tu passes par une opération que tu n'avais pas besoin nécessairement de passer. Là, il y a toujours quand même des risques dans une opération. Vous autres, toi, est-ce que vous aviez pensé à ça au départ? En réalité, j'ai laissé les choses aller. Moi, je dirais, j'ai dit, on va voir jusqu'où on peut se rendre dans les tests pour voir s'il y a quelque chose qui vient déjà arrêter le processus. Je pense qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter de la journée de l'opération comme telle avant même de savoir si ça allait se passer. Même si les risques sont infimes pour le donneur vivant, il y a toujours un risque. Dès qu'on se fait faire une opération, il y a un risque. Alors, quand on fait tous les tests physiques, physiologiques, c'est justement pour minimiser l'impact de ce risque-là, pour assurer que le donneur ne sera pas pénalisé dans ce processus-là. Après le don, le donneur est suivi de façon très étroite par toute l'équipe médicale pour s'assurer que s'il commençait à avoir des problèmes de haute pression, par exemple, ou des problèmes qui pourraient affecter son rein, mais qu'on s'y attaque tout de suite pour préserver l'autre rein. Au Canada, au Québec, les donneurs vivants, après leur don, ont un excellent suivi, meilleur qu'à peu près n'importe qui, parce que justement, on veut minimiser les risques pour eux. À partir du moment où on est inscrit sur la liste d'attente de Transplant Québec, on nous fournit un beeper, une pagette. Pourquoi? C'est parce qu'on veut s'assurer que quand il va avoir un organe qui va se libérer, qui va être compatible avec nous, qu'on soit rejoignable. On a des numéros de téléphone au travail, à la maison, nos parents, mais le beeper fait que si une de ces personnes-là n'est pas rejoignable, eh bien, on va recevoir le petit brip
Et ça veut dire qu'il y a un organe qui est arrivé pour nous à l'hôpital. Je pense qu'une de ses plus grandes inquiétudes, puis je sais pas si tu en avais parlé, mais c'est-à-dire si jamais un de mes gars en a besoin plus tard, là, j'en ai juste un. Donc ça, c'était, je pense que c'était la partie là, qui vraiment là, le dérangeait le plus dans tout ça. Là. C'était pas le passé de faire une opération, c'était pas de donner un rein, c'était si jamais mes propres enfants en ont besoin, moi, je suis plus là pour en donner un. Donc, c'était... Je me souviens de ça, ça a été ça qui était le plus difficile, je pense, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue pour prendre une décision là, face à tout ça. Ah ouais, j'étais même pas... Hey, j'en apprends, moi, aujourd'hui. Mais le pire, c'est que c'est tout à fait normal. Parce que je veux dire, honnêtement, la plupart des gens que je rencontre, qui sont des parents, c'est ça qu'ils me disent. Oui, mais si mon enfant, à un moment donné, aurait besoin, j'en aurais pu. Sauf que ce qui arrive, c'est qu'on n'est pas nécessairement compatible avec notre enfant. Il y a un programme, mettons, toi, ton enfant ou ta conjointe a besoin d'un organe, puis il y a quelqu'un d'autre, admettons... qui habite à Québec, puis c'est la même situation, mais mettons, le père est compatible avec moi, puis ma mère est compatible avec son enfant. Donc, il y a un programme qui fait qu'au lieu d'aller sur la liste d'attente, puis ça allait à n'importe qui, on est comme, non, moi, je donne à lui, puis lui donne à moi. Ah ouais. Donc, genre de jumelage, là, de parrainage, de jumelage. De jumelage, exactement. Donc, maintenant, parce que justement, c'est ça, un parent peut vouloir aider son enfant sans pouvoir le faire. Il a passé tous les tests de A à Z. Ça prend environ 6 mois. Et on était rendu au 6e mois au test psychologique parce qu'à la fin, on doit vérifier, on doit avoir une rencontre à 2 pour voir si moi, finalement, j'étais capable d'accepter cette situation-là et même chose de son côté. Et au moment où on était rendu à ce test-là, eh bien, mon beeper a sonné. J'ai décidé de rencontrer Patricia Brunet. Patricia Brunet qui me connaît depuis le début de mon parcours parce que c'est elle la responsable de la clinique de greffe à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Toi, tu travailles en étroite collaboration avec Transplant Québec. Oui, tout à fait. Avec les patients. Oui. Puis avec les donneurs vivants. Tout à fait. Donc, je me trouve à évaluer autant les receveurs qu'on évalue aussi les donneurs vivants qui, familiales ou non familiales, là, des gens qui peuvent vouloir faire geste de donation dans leur vie sans avoir nécessairement quelqu'un qui est malade tout près d'eux, malade des reins tout près d'eux, donc pour pouvoir en faire directement la donation. Donc, ils vont subir le même processus d'évaluation qu'un donneur désirant, par exemple, faire un geste de donation à sa sœur. Donc, ils vont passer par les mêmes processus d'évaluation des examens et en bout de ligne, on va déterminer, comme pour le receveur, est-ce que sa santé à ce donneur-là lui permet de faire geste de donation. Et si c'est le cas, bien, à ce moment-là, ce donneur-là va éventuellement rentrer avec son receveur à l'hôpital Maisonneuve pour avoir le prélèvement du rein et le receveur recevoir la transplantation. OK. Comme mon oncle Daniel, dans le fond. Tout à fait. Que tu connais très bien. Oui, c'est ça. Qui est tellement fin, hein? Oui. Puis lui, finalement, bon, tout ça pour dire aussi que même si on est sur la liste d'attente pour recevoir un organe, bien, si on a un donneur vivant, on ne nous retire pas de la liste d'attente pour autant. C'est ça. Nous, ici, à Maisonneuve, on a choisi de laisser inscrit le receveur à Transplant Québec. Normalement, jusqu'au moment où la greffe à don vivant se réalisera. Donc, ça veut dire qu'on laisse la possibilité que ce receveur-là reçoivent une greffe provenant d'un donneur cadavérique s'il y a un donneur qui s'annonce avant le donneur vivant. Je sais que pour moi, c'est un soulagement de savoir que mon beeper avait sonné puis que mon oncle n'allait pas avoir à passer à travers ça. Ça a-tu quand même été un soulagement de votre côté? Oui, mais je pense que ça a le plus été qu'on a su que tout allait bien par après. Okay. Donc, après que le rein soit reparti, puis qu'on sache que vraiment tout allait bien. Puis, pour être super honnête, je pense que rendu là, on était juste content que tout aille bien pour toi. Je me considère chanceuse d'avoir eu ma famille autour de moi pendant cette période difficile. Mais quelles sont les ressources pour les personnes malades qui viennent de l'extérieur? Comment font-ils pour s'organiser lorsqu'ils doivent être à Montréal à 7 heures du matin pour des prises de sang? Comment se sentir entouré quand toute notre famille est loin de nous?
La maison des greffés s'appelle la maison des greffés Linacir. C'est une maison qui, pour moi, est très importante. On sait qu'on a besoin de beaucoup de soins. Il y a beaucoup de visites à l'hôpital quand on est en attente d'un organe. Et à la maison des greffés, leur mission, c'est d'accueillir les personnes qui viennent de l'extérieur de la ville afin de leur faciliter la vie. Linacir, c'est la fondatrice qui est malheureusement décédée aujourd'hui. Alors, c'est sa fille qui a pris le relais, Madame Micheline Asselin, et j'ai décidé d'aller la rencontrer. Donc, elle a décidé de créer la maison des greffés. Oui. Pour quelle raison? Bien, tu sais, quand tu reçois une greffe, tu es au courant, il y a plusieurs visites à l'hôpital. Donc, elle demeurait à Montréal. Donc, quand elle allait à l'hôpital, elle se rendait compte que les gens de région n'avaient pas d'endroit où rester, recevoir des services, l'hébergement, les repas à prix abordable. Au Québec, au 31 décembre 2012, combien de personnes attendaient un organe? Est-ce A, 78 personnes? B, 200 personnes? C, 567? Ou D, 1250 personnes? D, 1250. Tu sais que la maison des greffés est faite en fonction de la famille, pour accueillir la famille. OK. Parce que c'est important. Ma mère avait cette vision-là et j'ai gardé la même vision qu'elle parce que je trouve que c'est un support incommensurable d'avoir quelqu'un de la famille avec toi. Quand elle a ouvert ses portes en septembre 1994, les travaux n'étaient pas tout à fait terminés. Fait qu'elle a eu une première dame des îles-de-la-Madeleine. Elle s'appelait Madame Cyr aussi. Ah oui? Oui, elle s'appelait Madame Cyr. Donc, c'était la première qui avait une chambre au 4e. Elle payait 15 par jour à l'époque pour les repas et l'hébergement. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. 15 par jour à l'époque, mais je sais que c'est pas beaucoup plus cher aujourd'hui. Aujourd'hui, après 19 ans, on est à 25 Donc, c'est pour les repas et l'hébergement. Puis on sait qu'une journée d'hébergement à la maison des greffés, c'est environ 250 par jour. Donc, mais c'est pas des frais qu'on peut charger aux gens. Avec la maladie et tout ça, on peut pas se permettre de leur facturer ça. Donc, on fait des événements, des levées de fonds pour compenser. Puis en plus, ça inclut le service de navette pour les prises de sang, les... Oui, on a un service de navette 3 avant-midi semaine, de 7h à midi. C'est gratuit. Donc, c'est pour les amener vers les différents hôpitaux parce qu'on dessert tous les hôpitaux de Montréal où il y a une greffe. Donc, on les amène à l'hôpital pour leur prise de sang, leur rendez-vous avec le médecin ou un examen. Donc, ils n'ont pas à se soucier du transport, ce qui est énorme pour eux. Mais oui, souvent, ils viennent, comme vous dites, ils viennent de l'extérieur, ils connaissent pas la ville, c'est pas évident. Vous me dites, ils ont l'impression d'être dans une bande animée, là. Oui, ah oui, ils trouvent que les gens vont vite à Montréal. Ils vont vite. En plus d'offrir plusieurs services pour un prix très abordable, la Maison des greffés est très bien située. Elle est au centre de tous les grands hôpitaux de Montréal. Ici, on est au 4e. Sophie, c'est la chapelle. Donc, ça, c'est une pièce qui a été créée parce qu'elle n'existait pas quand la maison a été rénovée. Puis ma mère, c'est important pour elle que les résidents aient un endroit paisible. Puis il y a beaucoup de gens croyants. Donc, ils puissent venir ici puis profiter d'un moment de calme. Puis d'ailleurs, je dois te raconter que quand quelqu'un part pour la greffe, un dans le groupe, les gens se réunissent ici, ils se tiennent toute la main puis font une prière pour la personne qui s'en va à l'hôpital. Ah, c'est magnifique! Donc, c'est un moment magique. Quand on reçoit un appel pour une greffe, c'est vraiment un moment magique. Les 3 statues que tu vois, là, il y a une histoire. C'est depuis plusieurs années, je te dirais, ces statues-là sont placées au niveau des fenêtres, au niveau du front de la maison, à l'avant. Et quand il y a une personne qui part pour l'hôpital pour sa greffe, les gens aiment les tourner vers l'hôpital où ils sont partis. Ils disent que cette statue-là les protège tout le long du processus à l'hôpital. Donc, quand tu te promènes dans la maison, quand tu vois que la statue est tournée d'un bord ou de l'autre, on sait que, bon, il y a quelqu'un qui est parti à la greffe. Se faire opérer puis qu'on prie pour lui. Exactement, oui. Quelle belle idée! Oui. Elles sont belles à part ça. Oui, elles sont magnifiques. Et Sophie, à partir de quel âge une personne peut
accepté de donner un don d'organe. Donc, Shakina a quoi? Elle a 12. 12 ans. Elle a Est-ce signé, qu'un moi, âge- je dois signer en deuxième pour dire que je suis d'accord avec sa décision. D'accord. Mais à partir de... Avant, quand t'es mineur, tu peux le faire. Parce que même, il y a des bébés qui ont été donneurs d'organes. Oui, c'est ça que j'allais dire. Non, ouais. Les parents, Mais parce que ça peut... Est-ce que les bébés peuvent donner seulement aux bébés ou bien... Bien, en général, oui, parce que c'est la grosseur. Tu vois, un rein, quand on fait comme ça, là, mon rein, moi, il est comme ça. Fais comme ça, toi. Mais toi, t'es aussi grande que moi. Fait qu'on aurait probablement la même grosseur de rein. Mais regarde mon oncle. Mon rein, peut-être qu'il suffirait pas à faire fonctionner son corps. Parce que, regarde, il a besoin d'un rein gros comme ça, lui. Puis moi, mon rein est comme ça. Mais les gars ont un plus gros rein. Bien, pas nécessairement. Il y a des personnes qui sont grandes. Si on regarde mon oncle Daniel qui voulait me donner son rein était... Beaucoup plus gros. Mais ils se sont dit, il y a moyen de le rentrer, puis il y a moyen de... C'est sûr que ma bosse serait sûrement plus grosse que ça, là, parce que son rein était gros. Je trouve que les moments difficiles, on les oublie vite. Je parlais avec ma mère, et puis elle me disait, ben dans le fond, on a passé au travers, on a été fatigués après, mais ça n'a pas été si pire, dans le fond, mais... Même moi, j'oublie à quel point ça a été difficile, cette période-là. Merci d'avoir été Ma mère, elle s'occupait des enfants, les amener à l'école, les faire manger, donc le très quotidien. Elle travaillait à l'Institut de cardiologie de Montréal, donc tous les jours, elle allait au travail. Elle venait me visiter, donc pratiquement chaque soir, elle passait à l'hôpital. Et elle venait au moins aux 2-3 jours faire le ménage, parce qu'on sait que, bon, on a certains standards dans les hôpitaux, c'est peut-être pas, ils ont peut-être pas toujours le temps de faire le ménage comme nous, on voudrait que ce soit fait. Donc, ma mère, elle arrivait une fois par 2-3 jours avec tous ses produits nettoyants. Elle mettait la chambre propre, puis elle repartait pour coucher les enfants. Entre-temps, ma tante gardait, puis en tout cas, ça a été un moment où c'était un tourbillon complètement fou. Puis vu que je pouvais pas avoir de congé de maladie ou congé quelconque, alors je pouvais pas... Ça, c'est une autre affaire, parce que je me souviens qu'on avait demandé, t'avais demandé à ton employeur si c'était possible d'avoir un congé comme aidant naturel, parce que j'étais ta fille, tout ça, puis ça n'a pas passé. Possible. J'ai demandé à mon médecin d'avoir un congé de maladie à cause du stress dû à ce que... Pas possible. La seule alternative qui s'offrait à moi, c'était de retirer l'assurance chômage pendant 6 semaines à 50 de mon salaire. Ça faisait 30 ans que je travaillais là-bas. Fait que on peut pas dire que les employeurs ne sont pas vraiment sensibilisés à ça. Non, pas vraiment, pas vraiment. Aujourd'hui, elle me dit ben c'était correct, ça s'est fait bien, on était surtout inquiets pour toi. C'est avec le recul, parce que sur le coup, c'était vraiment beaucoup. Les gens qui veulent pas nécessairement signer leur carte ou bien qui disent mais pourquoi tout ça, je leur dis mais ça peut arriver à votre mère, ça peut arriver à votre soeur, ça peut arriver à votre enfant. Mais toi, c'est arrivé à ton enfant, ça. Donc sur le coup, tu dis ça se peut pas ou... Ben écoute, je peux dire ça se peut pas. Non, je peux pas dire ça, mais on s'y attend pas. Ouais, c'est ça. Ouais, moi. C'est ça, on s'y attend pas, mais on dit faut vivre avec le moment présent, là, tu sais. Faut faire avec, là, tu sais. On s'arme, puis on repart, puis on donne un pied dans le derrière, puis on repart. C'est vrai. Quand ça va mal, on se retrousse les manches, on reste positif et on passe au travers. Tu n'as pas arrêté de vivre ta vie, même dans la maladie. Je veux dire, tu voulais continuer à voir du monde, à faire des choses qui te plaisent. Tu allais à tes cours. Oui, j'avoue que ça, c'est vraiment un côté... Bon, c'est dans ma personnalité, là, d'être positive, tout ça, mais je pense que ça a vraiment aidé. Mais ton énergie, ta confiance, puis passer à travers aussi toutes les épreuves, parce que c'est douloureux, c'est difficile. Tu étais toujours confiante. Tu disais, je me souviens, quasiment tu nous remontais. Je me souviens, au début, on était complètement... Puis tu me disais, ça va arriver, Chantal, ça va arriver, t'inquiète pas. Puis à un moment donné, quand c'est arrivé, tu as dit, là, je sais plus trop, ça m'inquiète, là, il faut que je me fasse opérer. Puis tu nous avais appelés, puis tu t'en allais vers l'hôpital. Malgré la peur, comme tu dis, quand le beeper a sonné, je me disais, j'étais habituée avec la dialyse, là, tu sais, c'était... Ouais, j'étais plus sûre, Quand mon beeper a sonné, j'étais plus certaine de vouloir me faire opérer. J'avais peur.
Il me manquait d'informations et je connaissais personne qui vivait ce que moi je vivais. Aujourd'hui, heureusement, les choses ont changé. Quand Patricia Brunet m'a approchée pour me demander si j'étais intéressée à donner des petits témoignages lors des compagnons de la transplantation, je me demandais exactement qu'est-ce qu'elle voulait dire. Je savais pas c'était quoi. Quand elle m'a expliqué, je suis tombée tout de suite en amour avec le concept. En fait, c'est qu'on rencontre des futurs greffés, donc des patients qui sont soit en dialyse, en pré-dialyse, ou bien qui sont même pas encore rendus à ce niveau-là, mais qui auront éventuellement besoin d'une greffe de rein, parce que c'est vraiment à Maisonneuve-Rosemont, c'est spécialisé pour le rein. Donc, je rencontre ces personnes-là, je leur parle de mon témoignage, c'est quoi mon vécu de greffé, comment ça s'est passé avant, pendant, après. J'essaie pas de faire quelque chose de beau, d'enjoliver l'histoire. Je raconte la réalité, les pour et les contre, et eux, à partir de là, ils savent exactement à quoi s'en tenir. Moi, je sais que quand j'ai été greffée, ces choses-là n'existaient pas. Je pouvais pas trouver personne à qui je pouvais m'identifier. Tandis qu'aujourd'hui, eux, en vivant ce genre de conférence-là, où ils me rencontrent, ils rencontrent la diététiste, ils rencontrent la nutritionniste, ils rencontrent la pharmacienne. Donc, vraiment, ils ont toutes les informations nécessaires pour pouvoir cheminer plus facilement à travers ce processus-là, qui est le processus du don d'organes. Nous, on a bâti ces cours-là à Maisonneuve. En fait, c'est un programme qui est national. C'est pas que Maisonneuve qui élabore ce programme ou ce cours-là en transplantation. Ça se fait dans d'autres centres de transplantation. Mais nous, on a vraiment mis la formule obligatoire. Ça veut dire que notre receveur qui est accepté, on souhaite et on exige à ce patient-là d'assister à ce cours en transplantation. Donc, tu te trouves à donner la portion du témoignage de la personne qui est greffée durant ces cours-là. Et j'ai le volet plus au point de vue chirurgical, au point de vue de la convalescence, au point de vue du temps d'attente, les critères d'attribution pour une greffe. Donc, à travers ce cours-là, le patient reçoit une panoplie d'enseignements via des diapositives. Donc, ça a pour but, en bout de ligne, de bien préparer le receveur face à sa greffe. Puis c'est pas des cours qui existaient. Ça n'existait pas à l'époque où toi, tu étais greffé. Ça n'existait pas du tout. Oui, c'est plus encadré, beaucoup mieux guidé. Puis je pense que les patients, en tout cas, on le voit pour ceux qui ont subi ce cours-là, qui ont été transplantés à la suite par après ce cours, ces gens-là nous annoncent souvent que l'anxiété est moins importante, ils se sentent mieux préparés, ils savent où se diriger à l'hôpital, ils savent ce qui les atteint, ils savent se préparer aussi mieux pour le retour à la maison, pour la convalescence. Donc, je pense que ça a eu beaucoup d'effets positifs que de donner ces cours qui est les compagnons de la transplantation. Oui. Puis ils posent beaucoup de questions, puis ils sont intéressés. Non, moi, je trouve ça vraiment, c'est aussi plaisant de le donner, je pense, que de recevoir. Patricia, toi, tu m'as tellement donné un coup de main au début, quand je voulais partir à la Fondation. Tu sais que ça fait longtemps que je travaille là-dessus. Oui. Dès le départ, tu as embarqué. C'était la première personne que j'ai contactée, à qui j'ai exposé mon idée, que j'en ai parlé, puis tu m'as vraiment motivée. Tu m'as dit de continuer, que c'était une bonne idée. Donc, des gens comme toi qui partent une fondation dans le but de, justement, te donner le mandat de signer le plus de dons d'organes au Québec, je pense que en tout cas, je peux pas dire si j'en connais d'autres, mais pour moi, tu es la seule. C'est sûr que quand tu as commencé à me parler de tes démarches, je trouvais déjà que c'était une super de bonne idée, puis je te connais depuis 2006, mais je connais aussi ta personnalité, tes dynamiques, tu t'es jamais découragée. Donc, je pense que quand il y a des gens qui sont transplantés, qui diffusent le message et transmet à la population l'importance de faire geste de donation, ça peut être juste bien vu puis bien reçu en bout de ligne. Bien, écoute, Patricia, je te remercie beaucoup d'avoir pris 2 minutes parce que je sais qu'aujourd'hui, tu as plein d'appels à faire. Tu m'as dit que tout à l'heure, tu parlais avec un donneur potentiel. Puis bon, c'est quand même des journées remplies, hein, je pense, pour toi. Assez remplies, mais quand même. Quand même. C'est pour la bonne cause. Puis moi, ce travail-là, je vais toujours être motivée à le faire. Ah oui, tu es tellement passionnée, là, les ateliers, tout ça. Bien, écoute, je te remercie de tout ce que tu fais. Ça fait plaisir. Mouah. On peut faire de l'information aussi autour de nous. Nos amis, nos connaissances qui n'ont aucune idée comment ça se passe parce qu'ils n'ont pas été témoins ou ils n'ont pas vécu ou ils ne savent pas tellement comment ça se passe. On peut, chacun de nous, les informer et à partir de là, eux aussi seront ouverts à ça. Exactement. Et puis ils vont informer d'autres aussi en disant que, bon, ben voilà, moi, mon amie, elle a eu une nièce qui a eu une greffe rénale et tout ça. Il faut qu'on donne aussi nos organes, il faut penser à ces gens-là. Il faut parler du don vivant parce qu'il n'y a pas suffisamment de reins disponibles provenant de donneurs décédés.
plusieurs patients ne verront jamais leurs espoirs se réaliser. Au prochain épisode, je vais m'entretenir avec des amis qui ont reçu ou qui attendent encore ce précieux don de vie. Vous allez voir, ça peut arriver à tout le monde.